Bonjour Muriel Pénicaud, vous êtes ministre du Travail. Merci d'être là. Nous avons beaucoup de choses à évoquer avec vous. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Et puis un chantier que vous avez ouvert, celui des inégalités salariales. Depuis le 1er septembre, la loi impose aux grosses PME qui emploient entre 250 et 1000 personnes de publier un index de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Les mauvais élèves auront 3 ans pour rectifier le tir. Quelle est votre intention au travers de cette loi, Muriel Pénicaud? Alors, c'est une loi qui a juste un an, un an et un jour, puisque c'était le 5 septembre de l'année dernière. Excusez-moi. Je vous en prie. Si vous voulez boire un peu de thé. Voilà. Et dans cette loi, il y avait 3 objets principaux. La réforme de l'apprentissage, on est en plein boom là-dessus. Le compte formation que chacun des Français va avoir, ça c'est fin novembre, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, l'égalité homme-femme. Pourquoi ? Le président a choisi, pour la grande cause du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État, anime transversalement ce sujet. Et puis, chaque ministère peut faire sa part. Et en tant que ministre du Travail, pour moi, c'est évident qu'il fallait aller sur l'égalité des chances en termes de salaire et de carrière. Depuis 46 ans, on avait une loi qui disait que les femmes et les hommes devraient être payés pareil, bien sûr. Il y a eu plusieurs lois qui l'ont dit. Mais ça ne marchait pas. On a encore 9% d'écart pour le même poste entre les femmes et les hommes, en moyenne. 25% d'écart sur la carrière, parce qu'elles ne font pas les mêmes carrières, elles n'ont pas les mêmes promotions. Et du coup, 37% d'écart à la retraite. C'est profondément injuste, c'est inacceptable. Et pour les femmes. Mais on a vu aussi que les entreprises les plus performantes, c'est sur celles qui sont les plus égalitaires. Donc, on a travaillé pendant 4 mois avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, on a testé pour faire quelque chose de très pragmatique, qui est quoi ? 1, les entreprises ont une obligation de résultat. 2, il y a un index qui permet de le calculer, de savoir où on en est. 3, il est transparent, ça veut dire que c'est sur votre site, vos salariés le savent, vos clients le savent, les femmes et les hommes qui veulent rentrer chez vous, qui postulent, ils savent si vous êtes une entreprise un peu du 19e siècle ou du 21. Et derrière, ils contrôlent les sanctions. Alors, ça sera pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Pour les plus de 1000, c'est depuis le 1er mars. Depuis les plus de 250, c'est depuis le 1er septembre. Et au 1er mars prochain, ça sera pour les plus de 50 salariés. Et aujourd'hui, on sait, Muriel Pénicaud, que 16% des entreprises sont en alerte rouge du point de vue donc, de l'égalité salariale. Qu'est-ce que vous allez leur demander à ces entreprises ? Alors, d'abord, il n'y en a que 3-4% qui sont à l'égalité complète dans le pays. Donc, toutes les entreprises ont à progresser. Et puis, il y en a certaines qui sont alerte rouge. C'est le gars de Radio France, d'ailleurs, qui a du coup décidé de prendre des mesures importantes. Donc, j'ai dit pour les femmes salariées sur Radio France, vous devriez voir quelque chose dans l'année prochaine ou cette année. Bon, alors, voilà, mais ça sert à ça. Mais parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas qu'elles discriminent. C'est plein de micro-décisions. Moi, je ne connais pas beaucoup de chefs d'entreprise, enfin, je ne connais pas personnellement, qui disent oui, tu vois la directrice payer les femmes. de France Culture qui est en régie. Voilà, donc je parle à toutes les femmes et aux hommes de Radio France. On les mesures qui s'imposent. Voilà, et le fait d'avoir quelque chose qui est simple, il y a 5 critères. Tout d'un coup, on voit la photo et on se dit, mais là, on n'est pas bon. On voit tout de suite où on peut aller corriger. Donc c'est en même temps une obligation par la loi, mais aussi c'est un outil pratique. On l'a voulu comme un outil pratique qui permet aux entreprises de corriger rapidement. Et puis comme c'est transparent, ça permet d'avoir le dialogue social, ça permet d'avoir le dialogue avec ceux qu'on recrute, ça permet à l'opinion publique de s'en saisir. Donc évidemment, le côté réputation compte aussi. Et d'ailleurs, les entreprises les meilleures commencent à dire on est des meilleurs employeurs. Ah mais alors, vous allez seulement faire ce qu'on appelle du shaming maintenant ? Vous n'allez pas... Alors, le shaming, juste pour traduire, c'est faire honte à ceux qui ne respectent pas un certain nombre de règles. Donc là, en l'occurrence, l'égalité salariale. Pourquoi tout simplement ne pas donner des sanctions, Muriel Pénicaud ? Alors, non, je crois qu'il faut... Enfin, vous savez, un truc qui n'a pas marché pendant 46 ans, une loi qui n'a pas été appliquée pendant 46 ans, il faut vraiment changer d'approche. Et donc, on a tout. On a l'obligation de résultat, il n'y en avait pas avant. 2, il y a un index qui permet de savoir où on en est. 3, il est transparent, donc il y a des sujets de réputation interne et externe. 4, il y a des contrôles. Toutes les entreprises vont être contrôlées par l'inspection du travail. Et 5, il y a des sanctions pour celles qui ne progressent pas. Alors, celles qui ont moins de 75 points sur 100, c'est celles que j'appelle en alerte rouge. Là, elles doivent corriger d'emblée. Mais les autres, elles doivent progresser aussi. Le but, c'est 100%. Ça n'est pas 75. La formation, c'est l'autre grand chantier. Alors, une réforme importante qui est censée tenter de remédier à tous les défauts d'un système qui coûte extrêmement cher aux Français et qui donne des résultats
très mesurée, j'utilise un euphémisme, Muriel Pénicaud. Quels sont les principaux points de la réforme que vous êtes en train de mettre en place sur la formation? Alors sur la formation, il y a deux volets principaux. Il y en a un qui est de donner le pouvoir à chacun de pouvoir choisir sa formation professionnelle. Parce que les métiers changent, les métiers évoluent beaucoup. Il y a un métier sur deux qui va être profondément transformé dans les 10 ans. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens, ils n'ont pas envie de faire le même métier toute leur vie. Ils vont pouvoir se reconvertir, pas forcément parce qu'ils sont obligés le dos au mur, parce que leur métier change ou disparaît, mais parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Et que moi, je crois profondément que quand on fait un travail qu'on aime, parce qu'on l'a choisi, parce que c'est passionnant, eh bien, d'abord, le travail a encore plus de qualité, mais ça fait du sens. Et donc, pour ça, on a créé un droit dans la loi qui est que chaque personne active en France aura chaque année 500 € crédités sur mon compte formation, 800 € si il ou elle n'a pas de diplôme, et pourra choisir dans toute la palette de formation. Alors c'est plafonné quand même. Au bout de 10 ans. Donc on peut aller jusqu'à 5 000 ou 8 000 €. Et si on les utilise, le compteur recommence. Et donc ça continue toute la vie professionnelle. Et c'est fin novembre, 33 millions de personnes... C'est pas plafonné un peu bas, Muriel Pénicaud, parce qu'il faut que les auditeurs sachent que bien souvent, les journées de formation, comme il s'agit d'un marché captif, sont vendues à des prix démesurés. Oui, ça va réguler un peu le marché, parce que tout va être transparent. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'aujourd'hui, une journée de formation, ça peut aller jusqu'à 1 000, 1 500 €. Non. Oui. On a les prix les plus fantaisistes. On parle des formations qualifiantes qui aboutissent à un diplôme, à un TRIT, à une certification. Ça veut dire que quand on a 5 000 € pour se former tous les 10 ans, ça ne fait pas grand-chose si le prix de la formation... de ce que font les entreprises. Mais la plupart des formations, en moyenne, sont entre 2 et 3 000 €. Même les formations avec des diplômes au bout. Donc, en allant jusqu'à 5 000, on pourra le faire plusieurs fois dans sa vie. Et c'est en plus de ce que font et doivent faire les entreprises. Mais fin novembre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chacun, 33 millions de personnes, auront leur compte et ils auront sur leur appli toute l'offre de formation. Vous voulez faire chauffeur routier à Montargis ou informaticien à Orléans, vous aurez toutes les informations et vous pourrez choisir, être conseillé et payer en ligne. Donc ça, on est le premier pays au monde à le faire. Il y a Singapour qui fait quelque chose de similaire. En général, ils sont assez bons aussi sur la formation. Et je peux vous dire que j'étais au G20, c'est-à-dire les ministres du Travail et de l'Emploi des 20 pays plus importants dans le monde la semaine dernière. Tout le monde suit ça avec intérêt. On va être copié si ça marche. Moi, je crois que ça marche. Alors, parce que... on sera peut-être copié là-dessus, ça. Mais je crois que ça donne un droit aux gens. Il y a un point sur lequel on ne sera pas copié, ce sont les fromages que constitue la formation, parce que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut que les auditeurs qui ne le savent pas le sachent. En fait, le marché de la formation, il est aujourd'hui constitué de fromages. Des gens vivent très très bien là-dessus. On dit aussi que ça peut contribuer à financer indirectement les syndicats. C'est vrai ou pas? Non, ça c'est faux. Ça a été réglé il y a plusieurs années. Et donc ça, c'est complètement faux. Ça, c'est réglé. Mais les fromages, les syndicats et patronaux et syndicats, d'ailleurs, ont un financement qui est fléché dans la loi et là, il n'y a plus de problème. La formation, il y a de tout. Alors, justement, en même temps, dans la loi, on régule la qualité de la formation. Comment? Premièrement, en certifiant tous les organismes, c'est-à-dire que pour être sur des fonds mutualisés, c'est-à-dire collectifs ou d'État ou de collectivités territoriales, il faudra être certifié. Donc on va mettre en place une certification des organismes de formation qui n'existait pas en France. On peut créer un organisme de formation sans aucune autre forme de procès. Et puis aussi... Enfin, il fallait quand même avoir jadis un label d'État pour pouvoir être Non, pour être organisme de formation, non. D'utilité publique, Non. Donc n'importe qui pouvait le faire. Oui, après il faut avoir des clients. Faut quand même. Et aujourd'hui, France Compétences... Alors, c'est France Compétences qu'on a mis en place dans la loi. Cet organisme que vous souhaitez créer. Qui va chapeauter tout ça et donc qui va organiser la certification des organismes de formation par des organismes certificateurs. Je ne rentre pas dans la technique, ce n'est pas important. Et la deuxième chose, c'est que tout va être transparent parce que moi, je vais être sur mon compte formation puis je vais chercher une formation. J'aurai le comparatif de tous les organismes qui font dans le même domaine. Je pourrais comparer la qualité, les coûts, ce qu'en ont pensé ceux qui l'ont utilisé, quels ont été les résultats. Donc je pense aussi que le citoyen, il va contribuer à cette régulation par les choix qu'il fera. Donc, alors ça, c'est le premier volet, formation. Puis l'autre grand volet, c'est l'apprentissage. Et là, on est en plein décollage. Alors là, vous êtes satisfaite, Muriel Pénicaud, du nombre record d'apprentis avec, dites-vous,
un volet extrêmement important là-dedans pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'apprentis en France. Alors, je pense que c'est une bataille essentielle. Pourquoi? C'est une bataille pour que les jeunes aient un avenir. Aujourd'hui, on est un des pays d'Europe qui a le plus fort taux de chômage des jeunes. Et d'ailleurs, les pays qui en ont moins, en général, ils ont un apprentissage très développé. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence, d'insertion. On peut choisir des métiers de passion et où les résultats pour trouver un travail, c'est les meilleurs. Mais on souffre encore depuis des décennies d'une image qui, pour moi, est fausse de l'apprentissage. Vous savez, en France, depuis très longtemps, on sépare la tête et les mains. Bon, en gros, les études intellectuelles, c'est bien, le travail manuel, c'est moins bien. On vit comme ça depuis des décennies. C'est pas vrai dans tous les pays. C'est particulièrement marqué en France. Et je pense que c'est une erreur. D'abord parce que j'étais encore hier dans le Maine-et-Loire. Je visitais mon 37e CFA. Que ce soit les maisons familiales rurales. De formation des apprentis. Les centres de formation des apprentis, pardon. Les maisons familiales rurales, les compagnons du devoir, les chambres de métiers qui font un tiers des apprentis. Enfin, des jeunes passionnés par leur métier. J'étais à Kazan il y a 15 jours avec nos champions du monde. Est-ce que vous savez que le champion du monde de menuiserie, dans les jeunes, il est français. Il a 22 ans et il vient d'avoir la médaille d'or des championnats du monde de l'apprentissage et des métiers que la France va organiser en 2023. Mais je pense qu'on a un prisme mental. Et là, je voudrais dire qu'il faut vraiment qu'on change de logiciel, pas simplement parce que c'est efficace l'apprentissage, mais parce qu'on se trompe. On se trompe depuis longtemps. Je vais citer Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et une autorité reconnue en sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences de comment le cerveau marche et comment on apprend. Qu'est-ce qu'il dit? Il écrit « Les sciences cognitives démontrent qu'on apprend mieux, plus profondément, en mettant régulièrement à l'épreuve pratique ce qu'on apprend. Il y a un lien intrinsèque entre la théorie et la pratique, le cerveau et la main. » Mais je crois qu'il est temps de s'en persuader en France. Donc la loi qu'on a faite Donc vous allez faire beaucoup d'efforts pour l'apprentissage et vous êtes aujourd'hui satisfaite, dites-vous, Madame la Ministre, des résultats obtenus. Non, je suis satisfaite des premiers résultats, il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr, mais alors justement, lorsqu'on observe la diminution du chômage, celle-ci a été largement commentée, on voit que le chômage diminue sur toutes les tranches d'âge. Il y a une seule chose qui, en revanche, ne va pas aussi bien que le reste, c'est le taux d'emploi des jeunes en deçà de 24 ans. Comment l'expliquez-vous, justement? Justement parce que il faut plusieurs voies. La bonne voie, c'est celle qui fait réussir le jeune. Certains seront plus heureux, plus épanouis et plus à l'aise dans une forme plus scolaire, et c'est très bien. Et d'autres seront d'une voie mixte, élèves professionnels, et puis élèves en statut scolaire, mais en formation professionnelle. Et d'autres ont envie de passer à l'action, et c'est le faire pour apprendre, et non pas apprendre et puis un jour faire. Et se faire pour apprendre, ça correspond aussi à des personnalités, à des envies de passer à l'action. Et c'est ça l'apprentissage. Et donc, ce qu'on a fait dans la loi, il y a un an, on a libéré, il y avait plein de freins, administratifs, réglementaires, financiers. On a balayé tous les freins. On a enlevé les cailloux qui étaient dans la chaussure. Et c'est pour ça que c'est en train de se développer. Et effectivement, on a Mais alors, 458 000 apprentis en France, du CAP à l'ingénieur. On n'a jamais eu ce chiffre-là en France. Mais il faut aller plus loin. Alors, il faut aller plus loin, notamment parce que le taux d'emploi des jeunes a diminué. Comment l'expliquez-vous? Alors, le taux d'emploi, c'est parce qu'il y a plus de jeunes qui font des études, et c'est très bien. Et donc, le sujet n'est pas d'opposer les études. L'apprentissage, c'est des études sous une autre forme. On prépare les mêmes diplômes. On prépare des diplômes professionnels, et certains diplômes sont les mêmes. Et donc, aujourd'hui, dans notre bataille Est-ce que vous n'avez pas de lutte peur, contre le chômage, la bataille de l'emploi des jeunes était prioritaire. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Plutôt que d'imaginer que ces jeunes fassent des études, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a au contraire de plus en plus de jeunes qui sont découragés de trouver un emploi, qui n'arrivent pas à accéder à l'apprentissage, qui ne sont pas dans un cursus d'études qui leur paraît satisfaisant ou qu'ils peuvent continuer à suivre. Bref, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la jeunesse française aujourd'hui qui est dans une situation de décrochage, Muriel? Alors, il y a des jeunes en situation de décrochage. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apprentissage, il répond à des jeunes très différents. On voit de plus en plus de jeunes qui réussissent très bien sur le plan scolaire ou universitaire et qui ont envie d'aller à l'apprentissage parce qu'ils ont envie d'un métier où la tête et la main se réconcilient. L'autre jour, il y avait une jeune qui avait fait un master d'art déco
Et elle disait, mais j'ai toujours rêvé de faire des meubles moi-même. Elle a fait, grâce à la loi, on peut faire en accéléré les diplômes, quand on a déjà tout le bagage théorique. Elle a fait un CAP d'ébénisterie. Aujourd'hui, elle conçoit ses meubles, elle les dessine, elle les crée, elle les fabrique, et elle est en train de créer une entreprise. Et elle va embaucher. Eh bien, vous voyez, ce genre d'histoire, il y en a de plus en plus. Des jeunes qui n'opposent pas, je crois qu'eux, ils ont déjà compris. Et la preuve, c'est qu'avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, dans la loi, on a changé beaucoup de choses sur l'orientation. Et ça se voit déjà. Il y a des jeunes, quand on leur laisse la liberté de choisir vraiment, on a eu, en 2 ans, plus 45% de demandes pour aller vers l'apprentissage. C'était jamais arrivé en France. Donc je crois que les jeunes, ils ont compris. Ce qui veut dire aussi qu'on a une marge de progrès importante, parce qu'on a moins de 5% des 15-24 ans aujourd'hui en apprentissage, alors qu'on peut monter jusqu'à 8, 9, 10%. On est à 7%. En Allemagne, c'est 15. Voilà, donc on a une marge de progrès importante. Et en Suisse, c'est 65% des jeunes qui, à un moment donné, passent par l'apprentissage. Bon, pas des pays qui... Ça marche pas mal, voilà, sur le plan Madame économique. la ministre, on a aujourd'hui Et maintenant, c'est dans la loi, pardon, excusez-moi, c'est moi qui vous interromps cette fois-ci. Dans la loi, on a mis aussi qu'on pouvait aller jusqu'à 30 ans. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes à 16 ans ou à 20 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, qui trouvent leur voie au hasard d'un stage, d'une rencontre, et qui, avant, étaient bloqués, ne pouvaient plus faire un cursus long professionnel. Maintenant, ils peuvent le faire du CAP à l'ingénieur. Le marché du travail est aujourd'hui en mutation. On va en reparler dans quelques instants. N'avez-vous pas peur qu'en faisant en sorte que plus de jeunes choisissent l'apprentissage, il n'ait pas la possibilité de se reformer si d'aventure la filière dans laquelle ils sont, par exemple, est automatisée, robotisée, bref, si tous ces phénomènes qu'on observe dans le marché du travail arrivent jusqu'à leur secteur? Alors c'est vrai pour tous les salariés en général, donc d'où ce qu'on fait en matière de formation. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on a aussi prévu, avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, qui est ministre de l'Enseignement supérieur, des passerelles. On va faire des campus communs, où il y aura des apprentis, des étudiants, des lycéens. Parce que pourquoi pas commencer au lycée professionnel en statut d'élève, finir son bac pro sous forme d'apprentissage, revenir faire un BTS sous statut d'étudiant ou statut d'apprenti. Il ne faut pas mettre les jeunes dans les silos. Il faut leur permettre à chacun de pouvoir s'épanouir et réussir. Madame la ministre Muriel Pénicaud, on vous retrouve dans quelques instants. On va continuer d'évoquer la manière dont vous envisagez la lutte contre le chômage, les dossiers chauds, les retraites par exemple. Quelle est la réforme en cours? On a du mal à en voir les dessins. Vous nous ferez un peu de pédagogie. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et nous sommes à nouveau en compagnie de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Frédéric Sey sur le Brexit, sur la situation en Italie, bref, sur l'avenir du populisme. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui se passent semaine après semaine et qu'il est un peu difficile de prévoir ce qui se passera exactement le 31 octobre aujourd'hui. Qui est la date prévue du Brexit. Qui est la date prévue du Brexit, voilà, jusqu'ici. Après, dans la campagne européenne, on l'a bien vu. Le vrai choix, c'est ce que nous pensons très profondément, et on a un gouvernement entièrement pro-européen là-dessus, c'est que l'Europe, c'est une chance. Mais l'Europe, c'est nous. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui décident à Bruxelles qui sont quelqu'un d'autre que les pays. Donc, à nous de transformer l'Europe pour qu'elle soit plus juste, sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan fiscal. Est-ce que le Brexit, c'est une chance du point de vue de la ministre du Travail français? Le Brexit, parce que le Brexit, on dit que ça va aussi rapporter des emplois. Alors, le Brexit nous rapporte déjà aujourd'hui des investissements, parce qu'il y a des investisseurs qui décident de... pour piloter des opérations en Europe, il vaut mieux être sur le continent maintenant que sur l'île. Donc, mais ça, c'est un peu du courte vue. Donc, bien sûr, on en bénéficie un peu en termes d'emploi. Plus profondément, nous, on pense quand même que le Brexit, qui est la libre décision des Britanniques, le Royaume-Uni va y perdre beaucoup, l'Europe aussi, enfin, on est plus forts ensemble. Quand on voit le poids de la Chine, des États-Unis, chacun de nos pays, même la France, même l'Allemagne, on ne fait pas le poids sur le plan économique. Alors pourquoi les Britanniques n'en veulent-ils plus de l'Europe? Je pense que la campagne, quand elle s'est faite, la campagne sur le Brexit, je ne suis pas sûre, c'est un euphémisme, qu'on ait dit toutes les conséquences aux citoyens britanniques. Aujourd'hui, ils découvrent... Frédéric Sey, dans son billet, rappelait que le Brexit demeure populaire. Alors, est-il majoritaire? Bon, en tout cas, on est... En tout cas, c'est aux Britanniques de décider. Parce que c'est leur décision.
L'Europe est unie par rapport à ça. Elle dit il y a des conditions de retrait. Mais vous, en tant que femme politique, même si les Britanniques, évidemment, sont libres de leur vote, est-ce que vous comprenez ces gens qui sont en colère contre l'Europe ? Moi, je comprends que si on ne fait pas de plus de justice sociale, de justice fiscale, beaucoup de gens, dans tous les pays du monde, croient à tort que l'Europe accroît les inégalités et donc se retournent contre l'inégalité et contre l'Europe en se disant c'est la cause de tous nos maux. Alors justement, vous dites que le gouvernement est uni. Muriel Pénicaud, vous avez en votre sein un gauchiste, vous verrez s'il est dangereux ou pas, il s'appelle Bruno Le Maire, c'est la une de La Croix aujourd'hui, il dit « Le capitalisme du XXe siècle n'est plus viable ». Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce qui veut dire, et ça c'est une réflexion commune d'ailleurs que le président de la République au G7 a apportée, c'est qu'on voit bien que le capitalisme ne peut pas être simplement tourné vers la création des profits pour les actionnaires. Si on ne prend pas en compte les salariés, les consommateurs, les citoyens, l'environnement, ça ne marche pas. Pourquoi ? Les conséquences, par exemple, environnementales de ce que font les entreprises. Les sujets de réchauffement climatique, d'environnement, on voit bien qu'on ne peut pas mettre des frontières. Il faut que la responsabilité environnementale des entreprises, ce qu'on a mis dans la loi Pacte, fasse partie du sujet et c'est international. Mais sur la justice sociale, c'est vrai aussi. Je disais que j'étais il y a quelques jours au Japon, au G20 des ministres du Travail, de l'Emploi et des Compétences. Et qu'est-ce qui se passe ? Sur le travail des enfants, c'est une horreur absolue. Aujourd'hui, en France, les rapports de toutes les organisations internationales disent qu'il y a 152 millions d'enfants qui travaillent aujourd'hui, qui ne vont pas à l'école. Mais la responsabilité, c'est dans les pays concernés, mais aussi les multinationales qui sont européennes, américaines, japonaises, qui, dans leur chaîne de valeur, ne regardent pas ce qui se passe. Et donc, c'est le troisième ou le quatrième fournisseur. Donc, on voit bien que sur les sujets sociaux, environnementaux, il faut, une responsabilité des entreprises, et deux, une vision internationale, européenne, et pas que nationale, même si le national, évidemment, est prioritaire. Frédéric Seyss. Justement, sans doute ne peut-on pas être ministre du Travail comme on l'était il y a 20 ans. Il y a eu beaucoup de mutations sur le marché du travail. On pense notamment à ces plateformes qui emploient désormais des auto-entrepreneurs, notamment, c'est la caricature, mais les livraisons de repas à domicile à vélo. C'est un état de fait qui est critiqué largement à gauche, parfois aussi à droite. Xavier Bertrand, la semaine dernière, disait que ce sont les nouveaux canuts qui sont employés ainsi par les entreprises, par les plateformes. Est-ce que vous êtes favorable à légiférer pour interdire ce type de situation ? Alors, pas pour interdire les plateformes, parce que les plateformes numériques, c'est à peu près 2 millions d'emplois maintenant. Bien sûr, non, mais le recours aux auto-entrepreneurs. Et non, mais les auto-entrepreneurs, la plupart veulent être auto-entrepreneurs. Mais c'est pas parce que la plupart veulent être indépendants, ils veulent pas être salariés. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la protection et de la régulation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de plus de régulation. Alors, on a commencé, et avec ma collègue Elisabeth Borne, dans la loi sur les mobilités, qui est en cours de discussion, on a mis des premières étapes. D'abord, pour qu'il puisse y avoir... tous ont déjà une protection accident du travail. On a, sur l'assurance chômage, mis un premier filet de sécurité pour les indépendants, s'ils perdent leur activité. On leur met un droit à la formation, le compte personnel de formation. C'est très important, parce que beaucoup, ils n'avaient pas d'autre boulot. Et donc, ils le prennent, mais ils n'ont pas forcément envie de faire ça toute leur vie. Il faut qu'ils puissent évoluer socialement. Et après, les sujets, on met dans la loi qu'il faut qu'il y ait une charte qui définit les conditions, qu'ils aient le droit de se déconnecter, de refuser une course si elle n'est pas rentable. C'est un sujet qu'il faut aussi traiter au niveau européen et au niveau international. Parce que beaucoup des plateformes sont mondiales. Donc nous, on fait notre part, je dirais, française. Mais je suis en cours de discussion au niveau européen et au niveau du G20. On a proposé des choses. La France est plutôt en avance et on est loin encore d'avoir fini. Il faut qu'il y ait de la régulation sociale. Il faut qu'il y ait de la protection des travailleurs indépendants qui travaillent sur les plateformes. Muriel Pénicaud, le problème, c'est que cette loi, la loi L'Homme, si l'on en croit l'hebdomadaire Marianne repris par l'Humanité aujourd'hui, elle est portée par un homme, il s'appelle Charles de Froment, et il a été jusqu'en 2018 responsable des relations publiques de la plateforme de livraison de repas Stuart. Autrement dit, il est un peu jugé parti, cet homme. Est-ce qu'il est véritablement réaliste de vouloir réguler une activité avec un homme qui a vraisemblablement beaucoup de qualités, mais qui a été partie prenante de ce système ? Vous savez, quand on légifère, c'est un débat avec tous les parlementaires, avec le gouvernement, qui que quoi, c'est un travail collectif. Donc, j'allais dire, moi, je ne tiens pas compte de ce sujet-là. Il ne s'agit pas d'un procès de personne, mais en fait, ce que l'on voit le sujet, c'est comment on trouve les bonnes formes. Parce qu'aujourd'hui... Le sujet, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus d'emplois de mauvaise qualité.
Et ces plateformes Alors, apportent des emplois les- de mauvaise non, qualité. pas que. Ça dépend. Parce qu'il y a par exemple, beaucoup de plateformes qui mettent en relation un client, un consommateur et un producteur de données qui vous aident à trouver des nouveaux services et où le travailleur indépendant lui-même crée ses plateformes ou collectivement. Donc, il faut pas imaginer que toutes les plateformes, c'est la même chose et que le niveau de protection n'est pas le même. Sinon, ils voudraient tous être salariés. Alors, beaucoup ne veulent pas être salariés. Enfin, je Parce vois qu'ils veulent par être exemple, indépendants. ces courses, Mais- elles sont payées 2,50 € Oui, alors, la il y a- course. Non, mais il y a un 2,50 € la Il course. y a un sujet en sur la vélo. rémunération minimum. Alors, simplement, comme ce ne sont pas des salariés, c'est le prix de la course. Donc, évidemment qu'il faut que ça permette de vivre dignement. Il faut que ça permette, c'est pour ça qu'on a La créé les droits réponse dans est non. l'information, de changer, de ne pas être obligé de rester dans les plateformes si on veut faire un autre travail. Et il faut rétablir cet équilibre. Et puis, il faut avoir une forme de représentation aussi. Alors, Alors, justement, comme ils ne sont pas salariés, beaucoup ne veulent pas se syndiquer. Mais je pense quand même qu'il faut que les travailleurs des plateformes ils aient une forme de se représentation rassembler. pour peser aussi. Un Et tout exemple ça, c'est ce que concret, nous peut-être, Madame la mettons ministre dans la du loi Travail. et ce que nous voulons développer dans le futur, mais pas au plan national, parce que c'est un mouvement qui est international. Un exemple Frédéric Seyss. concret, il y a eu il y a quelques semaines le leader d'une grève des livreurs à vélo dans la capitale, à Paris, qui a été renvoyé. Ou plus exactement, la plateforme lui a dit on n'a plus recours à vos services, puisque ça se passe comme ça dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous dites précisément à cet homme? Moi, ce que je dis, c'est que il faut, ça serait plus facile s'ils avaient des représentants. Parce que du coup, on ne peut pas discuter avec des centaines de milliers de personnes individuellement. Mais il faut s'asseoir autour de la table avec les plateformes, avec les représentants, pour qu'on trouve les formes de régulation. Encore une fois, dans la loi, on fait beaucoup de choses. Accident de travail, assurance chômage, droit à la formation et conditions. On a droit à la déconnexion et droit à refuser des courses sans être déconnecté. Et là, c'est une injustice. donc- Vous prendriez parti dans cette affaire ou vous Ah, restez en retrait? Ni l'un ni l'autre. Le rôle d'un ministre, c'est pas de prendre parti dans les affaires individuelles, vous savez, parce qu'il y a tous les jours, dans tous les niveaux. C'est puis on- emblématique. Hein. Oui, mais je crois que notre rôle, c'est de constater qu'il y a un sujet. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un sujet. Qu'aujourd'hui, il faut une meilleure régulation des plateformes. Il faut que les conditions de travail soient décentes. C'est un phénomène nouveau, des situations de travail nouvelles. Donc, les lois précédentes ne répondent pas forcément à cette question. Et donc, c'est le travail maintenant, c'est de mieux réguler. Mais Muriel Pénicaud, je ne comprends pas pourquoi il faut de nouvelles lois, puisqu'en fait, ce que l'on voit très clairement, Parce que c'est ils qu'en sont pas fait, salariés. ces plateformes utilisent des auto-entrepreneurs comme s'il s'agissait de salariés. Pas En fait- vraiment, pas toujours. Il y a beaucoup, par exemple, de travailleurs des plateformes qui travaillent pour plusieurs plateformes. Donc, c'est pas si simple que ça. Parce que les plateformes les obligent à travailler pour plusieurs Non, plateformes. Il y a beaucoup, quand on les interroge, ils veulent être indépendants. Parce qu'ils n'ont pas envie, vous savez, notamment chez les jeunes, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus être salariés. Ce qui est encore une autre question sur, finalement, c'est quoi la qualité de vie au travail. Donc, il faut des protections. Il y en a pas assez. On en met dans la loi. On va continuer là-dessus. On veut obtenir qu'il y ait aussi une régulation au niveau européen pour peser sur les plateformes. Donc, on va avancer là-dessus. Moi, je préférerais qu'ils aient des représentants, comme ça on pourrait discuter avec eux. Donc, je les invite plutôt à s'organiser. Mais je crois qu'on va progresser là-dessus et qu'on sera un des premiers pays à réguler ça. Évidemment, il faut des protections, mais la protection, ce n'est pas forcément sur un modèle dont eux-mêmes ne veulent pas. Est-ce que ça ne veut pas dire finalement qu'aujourd'hui, un ministre du Travail, dans une économie capitaliste telle qu'elle est aujourd'hui organisée, il n'a plus de pouvoir par rapport à si. ces plateformes? Si, bien sûr. Mais simplement, c'est un phénomène nouveau. Donc, la régulation du travail dans les lois, dans les règles sociales, ça dépend du gouvernement et du Parlement. Donc, si, on peut agir. Le Frédéric Parlement qui va être amené à se prononcer sur l'immigration à la fin du mois de septembre. C'est un débat voulu par Emmanuel Macron qui le souhaite annuel. Quel est le regard de la ministre du Travail sur cette question? Y a-t-il besoin, selon vous, d'immigration pour notamment ces postes non pourvus dont on parle régulièrement? Alors, il y a certains secteurs où il y a des besoins non pourvus. Je dirais il y a le sujet de l'immigration, il y a le sujet aussi de la demande d'asile, qui est très importante. La demande d'asile augmente parce que la situation du monde, je crois que pas besoin de faire un dessin, tout le monde voit qu'il y a quand même beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, pour des raisons, oui, de guerre, de conflits, parfois de discrimination de genre ou d'orientation. Il y a beaucoup de demandes d'asile. Je crois que ce qui est très important, en tout cas c'est ma posture, c'est que il faut être clair sur quelle immigration en Europe on peut et on veut accueillir.
Et ça doit être européen, parce qu'on a un seul continent physique, hein, donc non seulement politique, mais physique. Donc il faut bien se mettre d'accord sur ça et sur comment on les accueille. Et alors, une fois qu'on accueille des demandeurs d'asile ou des immigrés, alors là, par contre, il faut mettre le paquet sur l'intégration. Le pire, c'est l'entre-deux. On les accueille pas, on leur dit non, mais en fait, ils viennent et en fait, on les accueille. Et on ne fait pas le travail. Sur les réfugiés, par exemple, moi, j'ai un programme sur l'accueil des réfugiés. Ils vont beaucoup sur les réfugiés, c'est une chose, mais l'immigration dite économique, Muriel Pénicaud. Mais la part qu'on acceptera en Europe d'immigration, il faut leur permettre d'apprendre le français, d'apprendre un métier, d'aller sur les métiers où on cherche du monde et que leurs enfants aillent à l'école et puis s'intégrer. On a fait ça pendant des décennies. Donc vous dites que ce serait peut-être c'est un sujet sensible. Après, il y a une question pas trop vous mouiller, mais non, c'est pas que je me mouille pas. Ce serait positif qu'il y ait une immigration pour venir. Ça dépend dans quel domaine, dans quelle ampleur. C'est ça qu'il faut discuter. Ça peut pas être. On peut pas. Si j'ose dire, à l'échelle du monde, on n'est que 66 millions d'habitants. On ne peut pas accueillir le monde entier. Et puis, il faut surtout travailler en amont. C'est une phrase qui avait déjà été prononcée par Michel Rocard. Elle était complètement... Voilà, donc Michel Rocard avait dit qu'elle devait en prendre sa part. Et nous, ce que nous aimerions savoir, c'est quelle est la part que la France peut prendre. Dans la part, il y a deux parts. Il y a une part où on fait en amont, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment en Afrique, puisqu'il y a beaucoup d'immigration africaine, aider les pays à se développer pour que les jeunes ne soient pas obligés d'immigrer. Il y a beaucoup de jeunes. Enfin, il n'y a pas grand monde qui choisit l'immigration, historiquement. En général, c'est parce qu'on a le dos au mur et qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, permettre, dans les accords de coopération, avec l'Agence française de développement, de permettre à plus d'avoir une chance chez eux de pouvoir se développer. Et par contre, ceux qu'on accueille, les accueillir beaucoup mieux, encore mieux. Et là j'ai une part de responsabilité puisque le sujet formation et emploi, évidemment, est crucial. Madame la ministre Muriel Pénicaud, le gouvernement a annoncé une nouvelle concertation sur les retraites. Il y avait une ambition d'Emmanuel Macron de réformer ce pays. Est-ce que celle-ci est un peu abandonnée avec les gilets jaunes? On met cette volonté réformiste de côté? Pas du tout. Mais la réforme des retraites, c'est à la fois complexe et ça concerne tout le monde. Donc, ce que le président de la République et le Premier ministre ont voulu, c'est qu'on ait une réforme qui permette de répondre à quoi? 3 sujets. Premièrement, qu'elle soit juste. Tout le monde le constate. On a des systèmes, on a 42 régimes, et franchement, selon votre situation, et puis selon vous avez eu, notamment pour les femmes, des carrières hachées, s'occuper des enfants ou d'un aîné, de repartir, il y a beaucoup d'injustices, et il faut que quand même, quand on a travaillé de la même façon, cotisé de la même façon, ou servi la société, qu'on puisse avoir une même retraite. Donc il y a un sujet de justice. Il y a un sujet, c'est que de plus en plus, on ne reste pas dans le même statut toute sa vie. On peut être salarié à un moment donné, indépendant, fonctionnaire, on va d'une branche à l'autre. Et donc, un système qui est par silo, eh bien, il pénalise beaucoup ceux qui, finalement, ont, comme on dit, une mobilité professionnelle, et il y a de plus en plus de gens. Et troisièmement, il faut qu'ils soient durables. Vous savez, quand je vois les jeunes dans les CFA, qu'on ne voit pas, point. Je vois les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais nous, on n'aura pas de retraite. Mais c'est horrible. Bien sûr qu'ils en auraient une. Notre devoir à tous, c'est de faire un système qui soit robuste dans le temps. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire, pendant 10 mois, a travaillé avec les spécialistes des partenaires sociaux, patronat et syndicats, pour déjà bien avoir la connaissance commune du sujet. Et puis hier, le Premier ministre, avec Agnès Buzyn et Jean-Paul Delevoye, a reçu les partenaires sociaux pour ouvrir la phase maintenant où il va y avoir consultation citoyenne, travail avec les partenaires sociaux, là, pour établir et choisir les solutions. Mais alors, pour les éléments qu'on a pour l'instant, il y a une contradiction, semble-t-il tout de même, parce qu'on entend le gouvernement dire qu'il faut un système universel, plus égalitaire. Vous avez parlé des régimes qui doivent être fondus en un seul. Et puis, dans le même temps, le président de la République, notamment, nous dit « Attention, par exemple, les militaires, c'est une carrière à part, et donc on comprendra qu'ils partent plus tôt. » Jean-Michel Blanquer dit « Attention, les enseignants, c'est aussi une carrière à part, etc., etc. » Comment vous allez faire pour avoir un régime universel tout en conservant des régimes spéciaux? Il y a contradiction. Alors, c'est pas conserver des régimes spéciaux, mais d'abord, ça fait partie de la discussion qui va être avec les partenaires sociaux et en consultation citoyenne. C'est comment on passe de 42 régimes à un régime universel. Après, dans le régime universel, il faudra quand même tenir compte de situations de vie professionnelle. Les militaires, par exemple, ont deux vies professionnelles. Ils ont une vie comme militaire, puis une autre partie. En général, ils sont libérés. C'est ça un régime spécial. Oui, mais... mais si vous voulez conserver, Muriel Pénicaud, il n'y a pas de souci. Il faut juste le dire. Je crois que il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne savaient pas qu'il y avait 42 régimes spéciaux et que 80% des personnes sont dans le régime universel. Mais il y a quand même 20%. Et elles peuvent être pénalisées parce que, comme je dis, elles passent d'un statut à l'autre dans leur vie
Et résultat, je peux vous dire que cumuler 3 systèmes différents de retraite, c'est un cauchemar absolu. Donc, ça fait partie des discussions. Et le Premier ministre demande aux partenaires sociaux de leur dire aussi comment vous voyez cette convergence, à quel délai, sous quelle modalité. On ne peut pas répondre comme ça à une phrase. Donc vous ouvrez la porte à des dérogations. On ouvre la porte à prendre en compte toutes les situations pour faire quelque chose qui soit universel, mais qui voilà, pas... On vous a entendu, hors chacun se fera une opinion, Muriel Pénicaud, mais si l'on se souvient bien des conditions de l'élection d'Emmanuel Macron, celui-ci disait que finalement les réformes en France n'aboutissaient pas parce que le scrutin était en quelque sorte dérobé par des corps intermédiaires, par des pesanteurs, par toute une série de choses qu'il allait faire voler en éclats. Et aujourd'hui, avec l'exemple des retraites, mais pas uniquement, on a l'impression que finalement on revient à une méthode. Jean-Paul Delevoye, c'est quelqu'un de très estimable, mais il est en quelque sorte plus du côté de l'ancien monde, celui de Jacques Chirac, que du côté de celui du nouveau monde, de la Startup Nation. Alors, d'abord, c'est une caricature, ça n'a aucun sens. Opposer des gens qui ont beaucoup d'expérience à un truc Startup Nation qui résumerait tout. Enfin, le projet politique d'Emmanuel Macron, il est beaucoup plus vaste que ça. C'est une caricature de dire ça pour moi. Non, ce qui est intéressant, je pense, dans la méthode qui a été choisie, c'est qu'on va avoir à la fois un débat avec les partenaires sociaux, qui est absolument indispensable, et des consultations citoyennes. C'est un sujet qui concerne tous les Français. Il faut faire un grand débat des retraites. C'est ça qui a été annoncé. Moi, je crois que c'est important. Ce n'est pas un sujet où on peut juste... il faut être dans la démocratie représentative, donc le Parlement a se prononcer. Mais c'est jupitérien, il faut aussi un grand débat des retraites. Je ne sais pas si vous avez noté, il y a un truc qui s'appelle l'acte 2 du quinquennat, où on va faire plus avec... Justement. Voilà, on ne peut pas simplement gouverner pour, on veut gouverner avec. On l'a fait en partie en acte 1, on veut le faire beaucoup donc plus ça n'a pas marché en fait. Si, ça a marché, mais le problème c'est toujours le choix entre la vitesse et embarquer tout le monde. Non, pas la précipitation. Le président s'était engagé dans la campagne à faire des réformes qu'on a faites, notamment il y en a beaucoup dans le champ du travail qui est prioritaire parce que c'est ce qui permet de faire baisser le chômage dans un délai qui n'attend pas. Les Français, ils attendent des résultats. Justement, vous regrettez d'avoir eu recours aux ordonnances à Pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas eu tellement de critiques sur le sujet, si vous le voyez, parce que sur les ordonnances, ça a permis que très vite, dès l'automne 2017, les entreprises disent on n'a plus peur d'embaucher et ça a contribué au résultat de la baisse du chômage. En termes de méthode et de rythme, il y a eu moins de il y a eu 300 non, on a eu plus de le paradoxe, c'est qu'on a fait plus de concertation que beaucoup de lois, puisqu'on a fait 300 heures avec les partenaires sociaux, 80 heures au Parlement. Donc, on a pris de la vitesse, mais avec un très haut niveau de concertation. Donc, c'est possible, quelquefois. Emmanuel Macron la retraite, c'est un projet immense. A promis d'arriver à 7% de chômage d'ici 2022. En tout cas, c'est l'objectif qui s'est fixé. On sait que c'est toujours périlleux pour les présidents de fixer des objectifs. Son prédécesseur l'avait vu à ses dépens. Selon vous, selon les données que vous disposez, les prévisions, est-ce que c'est un objectif toujours tenable? Est-ce qu'on pourra même faire mieux que 7%? Alors, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le contexte économique international, qui peut avoir des incidences fortes. Si on va vers le protectionnisme, on est dans une économie très mondialisée, dont la France bénéficie beaucoup. On a plus de 5 millions d'emplois grâce à l'international, entre l'export, les investissements étrangers. Donc, si les frontières se fermaient, entre guillemets, on perdrait beaucoup d'emplois. Donc, et si les tensions commerciales sont trop fortes, ça peut modifier la donne. Mais sinon, au rythme de croissance auquel on est actuellement, de 1,4, je pense que cette ambition... elle est tenable. Pourquoi? Parce qu'on a 4 leviers. Il y a eu les ordonnances travail et la loi Pacte qui, du côté des entreprises, encouragent l'investissement et la confiance en embaucher. On a la loi Avenir professionnel et l'apprentissage et la formation. C'est extrêmement important parce qu'une entreprise sur deux ne trouve pas les compétences. Donc, il faut réduire ce gap entre les compétences recherchées et les compétences qui existent. Le troisième levier, c'est les règles de l'assurance chômage pour diminuer l'emploi précaire, lutter contre l'emploi précaire. Parce que 9 embauches sur 10 en emploi précaire, moi, je m'y résignerais pas. Et que ce soit incitatif et que les demandeurs d'emploi soient mieux accompagnés. Et puis le quatrième levier, c'est ce qu'on appelle l'insertion, l'inclusion. Pour descendre à 7% de chômage, il faut donner sa chance à chacun. Aux femmes qui ont travaillé et qui reprennent le travail après avoir élevé leurs enfants,
aux personnes en situation de handicap. Il y en a 500 000 chez Pôle emploi. Qui leur tend la main? On n'est qu'à 3,2% dans les entreprises. Il faut aller plus loin. Aux jeunes des quartiers prioritaires de la ville, à qui on dit quelquefois, bien, ils ne s'expriment pas comme on voudrait. Ben oui, mais c'est pas grave. Ça s'apprend, les savoir-être. En zone rurale, parfois, c'est des questions de mobilité. Donc, il faut trouver les solutions de mobilité pour qu'on puisse aller chercher un emploi qui existe, mais qu'on ne peut pas prendre. C'est pour ça qu'on a fait une aide au permis de conduire, d'ailleurs, des apprentis, de 500 €. Et donc, il faut les réfugiés dont on parlait. Il faut donner sa chance à chacun, que quand le train de la croissance et de l'emploi arrive, ce qui est le cas, on a baissé le chômage déjà de 9,6 à 8,5. Il faut continuer, mais il faut donner sa chance à chacun. C'est ce qu'on va faire avec la société inclusive sur laquelle on se bat. Muriel Pénicaud, juste un dernier mot, Madame la Ministre. Demain, nous sommes samedi. Il y a un appel à manifester des Gilets jaunes, comme depuis un certain nombre de semaines. Est-ce que vous anticipez une rentrée difficile, une rentrée sociale complexe pour le gouvernement ? Je crois que c'est toujours difficile à dire parce que personne n'a une boule de cristal. Moi, je suis surtout attentive au climat social dans les entreprises, par nature de mon métier. Le climat social dans les entreprises n'est pas en forte tension. Par contre, les sujets qui ont été abordés, de pouvoir d'achat, on voit qu'on a, avec la loi d'urgence, avec les 10 milliards d'euros qu'on a investis, on a beaucoup amélioré le pouvoir d'achat des plus modestes dans notre pays. Mais, j'allais dire, il faut continuer à être sensible. Il y a certaines des causes de ces mouvements, certaines ne sont pas encore résolues. France Culture, l'esprit d'ouverture.